Salut les coureurs, salut les triathlètes. Aujourd'hui, on va parler des différents moyens que l'on a de mesurer son activité et son entraînement. Que ce soit pour les coureurs, pour les cyclistes ou pour les nageurs. On va commencer par les coureurs. Je suis un vieux coureur puisque j'ai 59 ans. J'ai connu une époque où on n'avait rien pour mesurer notre activité. La seule chose qu'on avait, c'était les kilomètres et le chronomètre de la montre. À l'époque, je marquais les endroits où j'allais courir, tous les kilomètres, je repérais la distance avec mon vélo et ensuite, quand je faisais des sorties, je savais exactement combien de kilomètres j'avais fait. J'avais ma montre, ce qui était déjà bien à l'époque, et j'avais déjà un retour sur ce que j'avais pu faire. Vous pouvez toujours continuer à faire cela, bien entendu. Je pratique encore cette méthode sur certains parcours que j'ai marqué absolument entièrement. Mes coureurs savent qu'on a une piste cyclable pas très loin de chez moi où j'ai marqué 21 km. Ça nous permet de faire des petites courses de temps en temps, mais ça permet également d'avoir des passages bien précis qui sont marqués sur le sol. Pour ça, j'achète une bombe de peinture et je mesure la distance soit avec un vélo, soit j'ai même une roue d'ergomètre. Vous savez ce qu'on fait pour mesurer sur les chantiers. Vous trouvez ça à 30 à 40 euros désormais en premier prix. Ça suffit largement pour ce que j'en fais. Je me sers également de ça pour mesurer les stades sur lesquels je vais courir. Parce que des fois les stades ils font bien 400 mètres, des fois ils font pas 400 mètres. Donc première chose qu'on peut faire, c'est cela. Ensuite il y a autre chose, dans le même état d'esprit, c'est de courir sans aucune information. On se sert uniquement de ses sensations. Pour cela, il existe, je l'ai pris là, excusez-moi, une échelle qu'on appelle l'échelle RPE. J'espère que vous la voyez. L'échelle RPE, c'est quoi? C'est une échelle qui va de 1 à 10, de 1 très facile à 10 c'est l'horreur. Et on peut tout à fait faire des séances en se servant uniquement de ça. Quand on est débutant, c'est absolument ce que je conseille. Vous n'avez pas besoin d'autre chose. On vous dit de faire un footing en endurance fondamentale, ce qui correspond à un footing qui est facile. On appelle ça aussi blabla run. J'ai déjà fait des vidéos là-dessus. Eh ben vous courez avec cette sensation-là. Si c'est une allure un peu plus rapide, vous devez être un peu plus dans la difficulté. Donc le RPE, ça marche très très bien. Maintenant, on est à une ère où on a besoin d'absolument tout mesurer. Donc il existe d'autres moyens. On va parler déjà, pour commencer, de l'entraînement au cardio. Alors l'entraînement au cardio, il peut être utilisé et pour les débutants et pour les coureurs entraînés. Les coureurs débutants, ce qui est intéressant, c'est de ne pas dépasser une certaine fréquence cardiaque qui correspond souvent à des allures d'endurance. Quand on est débutant, on a tendance à courir avec des fréquences cardiaques qui sont beaucoup trop hautes. Si vous avez un coach ou même si vous êtes tout seul, il faut connaître vos fréquences cardiaques pour pouvoir courir aux bonnes fréquences. Alors, on oublie par contre le 220 moins l'âge pour connaître son maximum. On essaie de tout mesurer. Vous avez sans doute un jour fait une séance avec un cardio où vous avez vraiment beaucoup forcé. Ben vous avez enregistré votre maximum. Si c'est pas trop vieux, c'est toujours valable. Même si ça a quelques années, vous perdez très peu de pulsations par année. Ensuite, votre minimum, vous l'avez souvent le matin au réveil. Vous êtes allongé tranquillement et vous regardez votre fréquence cardiaque. Ça vous donne une plage de fréquence cardiaque. Et ensuite, vous avez des calculs que vous trouverez avec un pourcentage de fréquence cardiaque qui correspond à chaque allure. Mais pour ce qui est du débutant, vraiment une allure tranquille. C'est souvent moins de 150 pulsations pour résumer si vous n'avez pas un cœur qui bat bizarrement. Ok? Vous avez toutes les montres maintenant ont des cardio intégrés. Alors vous avez un petit capteur à l'arrière. Voilà. Il faut penser à mettre la montre sur la main gauche du côté du cœur. Et ensuite, vous avez les os là. Il faut essayer de mettre la montre au-dessus. Autre chose à faire, il faut bien la serrer. Il faut bien la serrer au moment où vous courez, un peu plus que la normale, ce qui vous permet d'avoir des données qui sont plus fiables. Pour des débutants, ça suffit largement. De temps en temps, vous allez avoir des aberrations sur la pulsation, sur les fréquences cardiaques au poignet. Vous allez commencer à courir, vous sentez super bien, votre cœur bat 180, vous savez que la montre, elle déconne. Dans ce cas-là, ce que je fais moi, c'est que je m'essuie le poignet, j'enlève la montre et je la remets. Si vous avez des poils, ça peut également gêner. Maintenant,
j'ai fait une petite vidéo là-dessus. Si vraiment vous voulez vous entraîner au cardio, l'idéal c'est de mettre une ceinture cardiaque. Alors l'inconvénient c'est que ça gêne. Voilà, ça gêne un petit peu. On a utilisé ça tous pendant des années. Mais c'est pas super agréable. Par contre, les données sont fiables. Il existe aussi des brassards, alors je ne l'ai pas là, qui se mettent autour du bras, des capteurs optiques beaucoup plus fiables que les capteurs poignets. Je crois que vous en avez un chez Decathlon qui vaut dans les 40 € et qui marche très bien. Ça vous permet d'avoir des vraies données fiables. Alors, si vous êtes débutant, c'est pas très grave. Par contre, si vous vous entraînez vraiment au cardio et que vous avez des données très précises, il faut mettre une ceinture cardio. Parce que ça peut vous plomber des séances. Et je ne parle même pas de la course. Moi, par exemple, je sais que je cours un marathon je commence la course à 155 pulsations environ, et avec la dérive cardiaque, quand je suis en forme, je vais finir à 165. Imaginez que mon cardio de poignet ne marche pas et qu'il m'annonce 180 pulsations. Eh ben, je vais ralentir. Inconsciemment, je vais ralentir en me disant, oh là là, je suis un peu trop vite, ce qui ne sera absolument pas le cas. Ensuite, la fréquence cardiaque, elle est influencée par la chaleur, elle est influencée par le stress. Donc, déjà qu'elle bouge toute seule et que moi je suis contre faire de la course en regardant les données cardiaques, si vous le faites, ceinture cardio, c'est impératif. Ensuite, désormais, vous avez également la possibilité de mesurer votre activité avec les GPS et vous allez travailler avec la vitesse de course. Là, c'est très simple. Vous courez, vous regardez vos allures. Alors, vous pouvez régler les montres en kilomètres par heure ou en minutes par kilomètre. L'idéal, c'est celui que vous préférez, mais de connaître quand même les équivalences. Il faut savoir que 6 minutes au kilo, c'est 10 km/h. 5,30, c'est environ 11 km/h. 5 minutes, c'est 12, etc. Pour ne pas vous planter. 4 minutes, c'est 15 à l'heure, etc. Ça vous permet, quand vous vous entraînez, de jeter un coup d'œil à la montre et de savoir si vous êtes aux bonnes allures. Les allures d'entraînement ont été données par votre coach ou par vous-même, avec toujours pareil. Si vous êtes débutant, beaucoup d'endurance fondamentale, donc entre 60 et 70% de votre VMA. Alors la VMA, on peut l'estimer sur plein de tests, mais si vous êtes débutant, oubliez, juste restez à l'aise. Pour les autres, il faut avoir des données très précises. Vous avez peut-être fait un test sur tapis, un test incrémental, un test VAMEVAL. Vous connaissez vos paliers, vous connaissez votre allure endurance fondamentale, vous connaissez votre allure marathon, vous connaissez votre allure seuil, vous connaissez votre allure semi, vous connaissez votre VMA, ce qui vous permet ensuite, en fonction des retours de votre coach, s'il ne vous a pas donné des allures précises, de courir aux bonnes allures. Il faut se rappeler juste une chose, le GPS n'est pas fiable à 100%, notamment en course. En course, il faut considérer qu'il y a 1% d'erreur. Alors ça paraît pas beaucoup, mais c'est énorme. Si vous visez des chronos très précis, par exemple, pour moi, 2h44 au marathon. Si je me fie qu'au GPS, vous pouvez être sûr que je vais être au 41,5 km et que lui va me dire que j'ai terminé mon marathon. Et l'allure, elle aura été calculée en fonction de ça et elle sera pas bonne. Donc vous prenez 1% de marge d'erreur, quoi qu'il arrive, pour être sûr de votre coup en course. À l'entraînement, c'est moins embêtant, surtout si vous courez sur des parcours dégagés. Mais quand on fait une course, on peut se retrouver avec des parcours, avec des immeubles, avec des petits décrochages du GPS. Et il n'y a pas un seul coureur qui, à la fin de son marathon, a la distance exacte. On a tous plus que ça. Donc vraiment important. Désormais, les montres sont capables de calculer la vitesse par rapport à la pente. La Garmin, la Coros, ça peut être utile. Pour le moment, je ne maîtrise pas, je ne sais pas si c'est fiable, mais en tout cas, ça existe. Vous avez la possibilité sur Garmin, par exemple, de mettre un écran où vous mettez votre vitesse instantanée et votre vitesse instantanée par rapport à la pente. Vous allez voir que les deux chiffres ne sont pas les mêmes. Si vous êtes en train de courir en montée, vous allez avoir une vitesse qui n'est pas la même dans la vitesse par rapport à la pente. Ça peut éviter de faire des séances en sur-régime si vous travaillez en côte, par exemple. Donc ça peut être intéressant, c'est quelque chose de nouveau. Chaque marque a le sien. Je ne sais pas s'il y en a une qui est fiable pour le moment. Je ne m'y aventure pas, je jette un petit coup d'œil souvent après. Un autre moyen de mesurer son activité en course à pied, désormais, ce sont les capteurs de puissance. Alors là, j'ai un capteur Stride qui est la référence des capteurs que moi j'utilise quotidiennement.
Le capteur Stride vous donne une puissance. Alors, contrairement au vélo où on reviendra tout à l'heure, cette puissance, elle est estimée. Mais sur les nouveaux capteurs Stride, ça tient compte de la pente, ça tient compte du vent, et ça vous permet d'avoir des données qui sont très fiables. Vous avez la même chose sur les montres Garmin et sur les montres Coros, sauf que les données sont absolument pas les mêmes. Moi par exemple, je sais que je cours le marathon entre 310 et 320 watts, mais si je suis à la même allure sur ma Garmin, il me dit 450 watts. Donc bien entendu, on choisit un appareil et on s'y tient. À quoi ça peut servir à l'entraînement? On peut tout à fait connaître ses puissances à toutes les allures et se servir de cela. Donc on ne dépend plus de la pente, on ne dépend plus du vent, on dépend de watts qui sont quelque chose qui ne bougeront pas par rapport à votre activité. Moi, ça m'a sauvé la vie, façon de parler, à Valence l'année dernière. J'étais pas terrible, il y avait un long faux plat et je voyais mon allure qui tombait. Je devais courir à 3,55 au kilo et je vois que je suis à 4 minutes, 4 minutes 1, 4 minutes 2. Et là, je me dis, Michel, tu es en train de craquer. Et puis, je regarde mon capteur de puissance sur ma montre, puisque j'ai un champ dédié, et je me rends compte que la puissance que je dégageais, elle était supérieure à ce qui était prévu. Et là, je comprends, ça monte légèrement et je suis vent de face. Et instantanément, mon cerveau s'est recalé en non seulement tu n'es pas en train d'échouer, mais ça se passe bien. À l'arrivée, j'avais fait 2h46, ce qui était l'objectif de cette année 2022. Donc, le capteur de puissance, c'est quelque chose qui existe aussi. Donc, on résume la sensation, le cardio, le GPS en tenant compte des petits problèmes, la vitesse par rapport à la pente et la puissance. Voilà 5 moyens de savoir comment faire vos séances. Concernant les cyclistes, au niveau cardiaque, c'est la même chose. Vous pouvez utiliser les ceintures cardio. Alors en vélo, c'est beaucoup moins géant, donc vous ne posez même pas de questions. Vous mettez une ceinture cardiaque. Les données en vélo, elles seront un petit peu différentes des données en course à pied, puisque le max en vélo est souvent 10 pulses moins haut. Mais le principe, il est le même. Selon des tests que vous avez fait, vous avez toutes vos allures en fonction de l'intensité et vous vous y reportez. Vous suivez le plan d'entraînement de votre coach ou celui que vous avez établi. En vélo, il y a les capteurs de puissance sur les pédales désormais. Et là, contrairement à la course à pied, ce n'est pas une estimation, c'est réel. Et donc le capteur de puissance, pour moi, il n'y a pas mieux en vélo. Parce que vous pouvez connaître à l'avance le nombre de watts que vous êtes capable de tenir sur 1 heure, sur 2 heures, sur 3 heures, et de vous adapter pendant l'épreuve. De ne pas vous enflammer au départ sur une cyclosportive, de ne pas partir trop vite en triathlon. Si vous savez que vous tenez 2 heures à 250 watts, si vous êtes à 350, il va y avoir un problème. Alors bien entendu, il y a des pics, puisque quand vous montez, ça va monter un peu plus. Quand vous descendez, ça va descendre. Le capteur de puissance, il permet également de ne pas s'endormir en vélo. Des fois, on a l'impression qu'on récupère, mais on n'est qu'à 100 watts, alors qu'on est censé rouler à plus de 200 watts. Donc ça permet de ne pas s'endormir et de réussir des performances beaucoup plus intéressantes. J'en parlais avec un de mes coureurs l'autre jour où je ne comprenais pas ses perfs sur triathlon. Je ne comprenais pas qu'il soit si lent, on va dire. Je ne vais pas le citer. Mais en analysant avec lui ces données puissance, on s'est rendu compte que autant il montait correctement, mais dès qu'il arrivait en haut, il ne faisait plus rien. Et il se laissait glisser en bas des pentes sans dépenser de watts, c'est-à-dire en perdant un temps fou. Donc les watts en vélo, c'est impératif. Ou le cardio, si vous n'avez pas les capteurs de puissance, ça va vous donner de bonnes indications. Les cyclistes pros ont longtemps utilisé le cardio, après ils ont arrêté parce que les collègues de course regardaient un peu les cardio, ils entendaient les montres biper et ils savaient quand les mecs ils étaient à l'agonie et ils posaient des attaques. Ça c'est il y a longtemps, maintenant il ne doit pas y avoir un cycliste pro qui ne travaille pas avec les puissances. Ensuite on peut vraiment bien bosser l'entraînement et faire des gros progrès. Si vous savez que votre seuil, alors sans rentrer dans le détail, c'est 250 watts, vous allez faire des séries à 255 watts et au fur et à mesure votre seuil va augmenter. En ce qui concerne la natation, on peut désormais avoir les données cardiaques. Les nouvelles montres sont capables de récupérer les données cardiaques sous l'eau, donc ça c'est top. Vous avez toutes les nouvelles montres également qui sont capables d'enregistrer le nombre de bassins que vous avez fait. À chaque fois que vous changez de direction, il enregistre un bassin. Vous ne trompez pas dans les distances quand vous rentrez la distance de votre bassin. Moi j'ai eu des coureurs débutants qui s'étaient trompés.
qui pensaient nager sur des bassins de 50 mètres alors qu'ils en faisaient 25. Et moi j'ai longtemps cru qu'ils étaient hyper forts en natation. En fait, pas du tout, ils étaient plutôt en train de se noyer, mais on avait l'impression qu'ils allaient vite. On en a bien rigolé d'ailleurs. Donc on mesure les bassins, c'est 25 ou 50, mais mesurez quand même selon où vous êtes, il peut y avoir des surprises. Donc là, vous avez la longueur du bassin, vous avez des temps au 100 mètres à faire. Pareil, vous aurez sans doute fait des tests si vous avez un coach. Le test VMA en natation, c'est 400 mètres. Et à partir de là, avec des pourcentages, on a absolument toutes les allures d'entraînement et de course. On connaît son allure sur un S, on connaît son allure sur un demi-Ironman, on connaît son allure sur un Ironman. Comme ça, on peut s'entraîner correctement. Quelle que soit la mesure que vous choisissez, faites-la bien. Parce que sinon, ça va entraîner de grosses erreurs et d'appréciation et de sensation. Si vous devez être tranquille, il faut avoir des fréquences cardiaques qui correspondent à ça, une allure qui correspond à ça, des sensations qui correspondent à ça. Voilà les coureurs, j'ai fait un tour, j'espère que ça vous a apporté quelque chose. N'hésitez pas à me poser des questions là-dessus si vous en avez. Et puis j'essaierai d'affiner mes réponses et de vous répondre individuellement si c'est très précis, ou de faire des vidéos comme je le fais maintenant, puisque ça c'est aussi une demande que m'a fait un coureur en me disant mais je sais pas quoi utiliser, il y a tellement de choses. Voilà, je pense avoir fait le tour. Vous pouvez tout utiliser, le tout c'est de bien l'utiliser. Je reviens une dernière fois sur les débutants, la sensation c'est quasiment le plus important. Que ce soit en vélo, en course à pied ou en natation, il faut apprendre à travailler à des intensités très basses, au moins 80% du temps. Le reste du temps, on fait autre chose, mais 80% du temps minimum quand on est débutant, voire même 100% du temps pendant 3-4 mois. On fait baisser son rythme cardiaque, on habitue ses tendances, et j'insiste toujours là-dessus. J'ai des nouveaux coureurs que je coach à qui j'ai du mal à faire comprendre cela. Il faut presque régresser au niveau allure pour pouvoir progresser. Faites-moi confiance, faites-vous confiance, c'est la seule et bonne méthode. Même les athlètes internationaux font 80% de leur temps d'entraînement à des fréquences tranquilles. C'est la même chose pour vous. Maintenant, vous savez comment mesurer vos activités. Vous avez tous les moyens. Je compte sur vous pour bien vous entraîner. Les marathons d'automne vont bientôt être votre objectif puisque l'été tire à sa fin. Les triathlètes, vous avez des dernières compétitions. J'espère que vous allez cartonner, mesurez correctement vos efforts et ça sera encore mieux. Je vous dis à bientôt à tous, entraînez-vous bien et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas de dire à vos copains coureurs triathlètes de vous abonner. J'aimerais bien augmenter un petit peu le nombre de personnes qui me suivent parce que ça fait plaisir et puis parce que je pense que je peux aider certains d'entre eux à faire des progrès. Je vous dis à bientôt, bonne journée à tous et bon entraînement.